Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Dans cet épisode, j'ai invité un vieil ami à moi, Jérémy Kers, me parler de la culture québécoise, mais plus précisément de ses projets à lui et comment il aide cette culture-là constamment. Bonne écoute tout le monde. Salut Jay. Allô Alex. Je suis pas mal content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Hey, moi avec, ça fait un bout qu'on se planifiait ça. Ben Puis, oui. moi je suis un grand fan de podcasts dans la vie, fait que c'est une super belle expérience pour moi de participer enfin à ce genre de médium. Puis moi, j'étais un grand fan de polyvalence de passion, puis je pense que t'es un bon porte-parole de ceci. Je pense qu'une des choses qui nous a fait cliquer rapidement, c'est à quel point on est passionné par tout ce qui est les arts, l'art avec le grand A. On n'est vraiment pas limité dans ce qu'on aime, puis on aime consommer. Fait qu'aujourd'hui, ensemble, je ne peux pas me restreindre à un thème. J'avais envie qu'on parle de la culture québécoise dans son ensemble. Ah, je suis très down. Je suis très down parce que j'ai une forte opinion par rapport à ce qui se passe dans notre belle province. Justement, je pense que c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir avec moi pour parler de ça. Puis j'aime ça commencer avec une question de norme, une question de... pour satisfaire mon côté cartésien un peu, là. Si on parle de culture québécoise, tu penses que tous les artistes ensemble, tous les domaines variés, avoir vu combien de shows et expositions différents? Comment? Combien de shows différents tu penses que tu as vus ou combien Ok. tu... Je dirais entre 300 et 400 facile. Tu sais, toi pis moi, on vient de l'impro. On s'est rencontrés là au cégep, justement. Puis on en parlait justement un petit peu avant que ça commence. Puis c'est quoi? C'est sans compter les tournois d'improvisation, c'est au moins 12 matchs par année. Avec les tournois, ça peut doubler facilement. Si en plus tu fais une ligue de bar pendant l'hiver et pendant l'été, tu viens d'encore doubler ce montant-là. Fait que tu peux faire facilement un match d'impro par semaine. Facilement. Ça comptait ceux que tu irais voir en plus, parce que des fois, t'as envie d'aller voir d'autres ligues. Puis là, t'as envie d'aller voir un show de musique. Puis t'as envie d'aller voir un humoriste. Exactement. Puis je pense que c'est pareil pour n'importe quel type d'art qui nous fait triper. Tu sais, moi, j'en mangeais de l'improvisation, puis je faisais quoi? Je faisais peut-être un match par semaine à peu près. Mais je connaissais du monde qui, eux autres, c'était 3 matchs par semaine qu'ils faisaient. Ils étaient dans 2-3 ligues différentes, puis quand ils en faisaient pas, ils allaient en voir tout le temps. Je me demande en fait qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre dans la de l'impro. Il voit quelqu'un passer dans la rue. Ça, c'est un thème. Ça, c'est un thème. Faut que je me prépare. Yes, puis c'est particulier, hein, parce qu'en ce moment, on vit une période qui serait paradisiaque pour des joueurs d'improvisation, dans le sens que tu as la PCU, la PCRE, mais tu peux pas en faire. Tu peux pas en faire. T'as les conditions pour, mais pas l'environnement pour. Oui. Ah, ça, c'est drôle. T'es comme stock dans le... En fait, l'impro, t'es tout le temps ça. C'est soit que t'as trop de trucs dans ta vie pour vraiment en faire autant que t'as envie, ou soit que t'as pas les moyens de supporter ton envie d'en faire. Comme le... La balance est difficile dans l'art, des fois. Mm-hmm. L'impro, c'est-tu ta première passion dans les arts, ou avant ça, plus jeune, t'en avais un autre? J'en avais une autre avant cela, puis c'était vraiment la poésie. Fait que ton amour des arts a commencé avec l'écriture, surtout la lecture de la poésie. Mon amour des arts a beaucoup commencé avec l'écriture puis la lecture. J'ai toujours été un grand admirateur de la langue française. Puis en vieillissant, juste des langues en général. Je trouve que la sémantique, c'est formidable. Je trouve que l'évolution des linguistiques, de la linguistique, puis des manières de parler, des slangs, des dialectes et tout ça, ça rajoute tellement de richesse à l'être humain. Puis je suis un fervent défenseur de la mixité culturelle. Je trouve ça formidable qu'à Montréal, la majorité des gens soient bilingues, voire trilingues. Ah, c'est tellement beau, là.
ce soit super facile et fluide de changer d'une langue à l'autre. Si je parle avec un anglophone, je vais y parler en anglais, il va me parler en français, aucun problème. Non, on vit dans un bel environnement quand même à Montréal. Ouais, puis je trouve que la communication à travers la langue est de plus en plus facile aussi. Comme les années avancent, comme on a plus accès à l'information, c'est plus facile de s'adapter aux langues des autres et être plus apte à les parler. Mhm. Je trouve que c'est aussi bon pour la mixité de la langue, mais tu sais, on parlait souvent avant de la protection de notre langue, mais je pense que la faire véhiculer par les médias qu'on a accès, puis juste la faire voir à tout le monde, c'est une belle façon de la protéger aussi, là. T'es pas Ben, tout obligé que à ce soit fait. tout le monde leur langue unique, mais si tout le monde peut l'avoir dans leur valise, le français, c'est cool. Tout à fait. Puis, tu sais, bon, on va pas trop s'étaler là-dessus parce que c'était quand même pas le but de l'épisode, mais tu sais, personnellement, je trouve que les politiques de défense de la langue française qu'on a au Québec, c'est un peu dérisoire. Je veux dire, t'as l'Académie française en France qui emploie même pas la moitié des mots qu'on invente à chaque année. C'est tellement Ici, vrai. et on voit quelque chose que les anglo-saxons vont faire, genre le podcast, puis on va dire, ah, c'est cool, nous aussi, on peut faire des balados. J'utilise pas le terme balado. C'est dégueulasse. Je sais pas ça vient d'où. Tu sais, l'étymologie, comment t'expliques balado? Tu sais, ça balade dans son nom. C'est quelque chose que t'écoutes en faisant une balade? Ça sert à ça? J'en j'en ai aucune idée. C'est comme restrictif, je trouve. Puis tu sais, à travers tout ça, je veux dire, même en France, ils ont passé la mode de tout franciser ce qui Ben oui. existe, là. Il y a plus personne qui dit Pékin, là. C'est vrai. Quel genre de poésie qui t'a vraiment accroché parce qu'il y en a vraiment plusieurs types? Ouais, ben à la base, j'étais très poésie classique. J'aimais beaucoup Charles Baudelaire. J'aimais Donc le beaucoup les symbolisme. poètes. Ouais, j'aimais beaucoup les poètes de cette période-là. Puis pour me donner des challenges un peu plus, je me forçais à écrire en alexandrin tout le temps. C'est tellement Euh, tough. ouais, c'est tough, Ouais. mais en même temps, ça te fait. Ça Tant donne qu'à une moi, rythmique. c'est ça exactement. Ça te donne une rythmique, c'est une bonne base à avoir. Puis après ça, quand j'ai commencé l'improvisation et tout, je sais qu'on s'est changé des poèmes, toi puis moi. Puis éventuellement, c'est Berekia qui m'a coaché. Puis grande slameuse de Montréal, grande autrice de théâtre aussi. Puis elle voyait qu'est-ce que je faisais, puis elle me disait, ouais, les Alexandrins, c'est vraiment ringard. Tu pourrais faire mieux. C'est bon pour ta base, mais maintenant, tu peux Elle sortir. l'a, elle l'a pas dit comme ça, mais c'était un peu ce que ça voulait dire. Puis elle m'a poussé justement à faire du slam, puis à m'inscrire à des compétitions. Puis ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a montré que c'était pas mal plus à la portée, pas mal plus à portée que ce que je pensais. C'est pas nécessairement quelque chose que j'ai continué par la suite, mais ça m'a beaucoup forgé, puis ça m'a permis, entre autres, d'avoir un meilleur contrôle sur mon parler, sur ma langue, sur mon imaginaire. Ça m'a donné plus de cordes à mon arc en impro, puis dans la vie en général. Tu as parlé un peu de Charles Baudelaire dans ta découverte du symbolisme. Je sais pas, est-ce Ouais. que tu écrivais aussi du même genre de symbolisme? Est-ce que tu aimais beaucoup transmettre des images? Ou t'aimes ça que ce soit un peu plus concret, ton message? Ou... J'aime beaucoup y aller dans la métaphore et dans les images. J'ai des textes que si je te les récitais, ce serait un petit peu difficile sans contexte de comprendre de quoi je parle. Euh, un exemple, au rythme des grillons, sommeil en grève, têtes égarées. Si mes stabulations, cheval à terre désarçonné, ça nous décrisse à la porte pour qu'on s'enferme pour des années. Ouf, nice. Ben ça, c'est un trip de cocaïne. Souvent, ça l'ouvre les portes de la poésie assez facilement, là, mais Ouais. ce que j'aime du symbolisme, c'est un peu la création d'un univers, puis après ça, la douce imposition de celui-ci. C'est comme si tu forces les gens à devoir vraiment rentrer dedans pour le comprendre, parce que c'est tes symboles que tu transmets au travers Oui. le texte. Puis en même temps, ça laisse une ouverture aussi pour que les gens puissent les réapproprier, puis
euh, se les transposer sur ce que eux vivent ou sur leur propre imaginaire ou quoi que ce soit. C'est ça que j'aime beaucoup de la symbolique, c'est que ça peut Il y a faire à tout le plusieurs monde. vérités dans le même message. Exactement. Fait qu'après ça, tu passais du secondaire, le poète, arrive au cégep, découvre l'improvisation. Comment ça se passe, le changement de passion ou un autre corde à l'arc qui se rajoute? Ou... Ben, c'était particulier parce que moi, j'étais un natif de Longueuil. Puis mon secondaire, je l'ai passé à Saint-Jean-Baptiste, grosse école de basket. Moi, j'ai jamais fait de basket de ma vie. Euh, mais veux pas, il y avait quand même ce microcosme qui m'a forgé, puis qui a fait en sorte que si je voulais passer à travers de mon secondaire sans me faire chier, fallait que je m'adapte. Fait que j'arrive au cégep, fait 1 an que je t'inscris au gym, je porte des v-necks, j'ai un faux hoc, puis là, je veux faire de l'impro parce que j'ai toujours été passionné de théâtre, puis des arts de la scène et tout ça. J'arrive là-bas, puis là, on me fait remarquer que j'ai vraiment l'air d'un douchebag. Je me souviens de ça. T'avais pas le profil de l'improvisateur type, mettons. J'avais un collier en coquillage. Mais c'était parfait parce que, au-delà de ça, t'avais déjà, je trouve, la bonne énergie pour faire de l'impro parce qu'on voyait que t'avais envie de créer. Ça, c'est la chose la plus importante en impro. T'es tout seul lancé dans le vide où ton seul moteur est la création. Qui te le faut. Ouais. Non, mais c'était particulier. Puis en même temps, je suis arrivé au moment où EMI et dans mon petit improvisation était en plein essor, mais venait de vivre à une période creuse, un petit peu. Fait qu'il y avait beaucoup de ressentis au sein de l'organisme, malgré tout, mais je dirais un bon ressenti. Les gens avaient envie de faire de l'impro, puis la ligue était en plein développement. Les équipes réserves commençaient à se structurer de plus en plus. De plus en plus de cégep avaient une deuxième équipe tangerine. Ça, c'est le niveau B, parce que tu as le niveau A qui est pamplemousse. Puis après ça, ça a explosé. 2 ans après, Édouard Montpetit s'était rendu le plus gros cégep d'impro au Québec, ben en fait dans le monde. C'est vraiment drôle parce que moi, ma première année, on était comme 20 dans le club. Quand t'es arrivé, on était 35. L'année d'après, on était 60. L'autre année, il était quasiment 100. T'es comme, qu'est-ce qui arrive? N'importe quoi qui se passe? Tout le monde voulait en faire, là. Puis après ça, quand t'as commencé à en faire, comment t'as transposé l'art, dans le fond, en toi? Comment tu trouvais la même passion à créer? Est-ce que tu le faisais dans un rôle plus créateur? Est-ce que tu le trouvais avec l'humour, le punch, Ça a été une période, je te dirais, assez floue dans mon esprit parce que jeune adulte en plein développement et tout ça. Et l'environnement. L'environnement artistique, donc bien entendu, il y a des proximités avec des substances et tout ça. On se développe, on se rend compte qu'on a crissement du fun à faire ça, puis qu'on a peut-être moins de fun à aller dans ses cours. On se remet beaucoup en question. C'est-tu vraiment ça que je veux faire, un programme préuniversitaire? Finalement, les arts, ça m'intéresse beaucoup plus. Tellement plus de liberté, de créativité et tout ça. Puis jamais dans ma tête, je me suis dit, je vais devenir un improvisateur professionnel. Là. C'est tough. Gagner ma vie avec ça. Là, à moins que tu fasses Whose Line Is It Anyway, que tu habites en Angleterre ou aux États-Unis, c'est impossible. Tu vas être comédien aussi, ou tu vas être humoriste aussi. C'est ça. Mais le monde de l'improvisation, ça reste un terreau extrêmement fertile pour la culture et pour les arts. Puis tout le monde que je connais qui en ont fait gravite encore dans le milieu culturel, que ce soit à la télévision, que ce soit à la radio, que ce soit en journalisme, en théâtre, qui sont devenus comédiens. Énormément de notre génération sont devenus des humoristes connus. C'est quand même drôle de se dire que j'ai fait de l'impro avec Rosalie Vaillancourt. Là. Ouais, c'est ça que... on a été arbitré par Simon Delille, puis que c'était tout normal. Hey, une affaire que je me suis rendu compte, Richardson Zephyr, il est vieux. Ouais. Puis nous aussi, parce qu'on le regardait début vingtaine faire de l'impro. Le cap. Le premier tournoi auquel je suis allé, puis on était dans la même équipe. On était tous les deux dans une équipe réserve, puis on a réussi à se faire inviter au Tangerine Premium, le plus gros tournoi qu'il n'y a pas au Québec.
On avait zéro rapport là-bas. Vraiment pas. C'est drôle pareil. Pendant la finale, c'est Richardson Zephyr qui arbitre. Puis moi, je le trouvais fascinant, ce gars-là. Tellement beaucoup d'énergie, une dégaine incroyable, tout le temps l'air énervé. Puis là, j'écoutais un show d'humour cette semaine, puis il parlait avec les Denis de Relais après le show, puis il disait « Ouais, on s'est connus au cégep, on faisait de l'impro ensemble. » Ouais, c'est des... Tout domaine qui te force à utiliser ta créativité, je pense que ça te hook à vouloir continuer à l'utiliser toute ta vie. Tu vas toujours trouver des façons de réutiliser ta créativité tout le temps parce que ça devient un moteur de marche. Mm-hmm. Ça devient un troisième poumon. Fait que, dans le monde, je me souviens qu'on était dans le monde de l'impro. Une des passions qu'on avait en commun, c'était la musique, puis on en écoutait vraiment beaucoup. Puis ce que j'aimais, c'est qu'on avait un spectre très large de ce qu'on écoutait. On écoutait de l'instrumental classique, après ça, on allait écouter un battle rap, après ça, on allait écouter du gros gangster rap américain, après ça, on allait écouter je sais pas, du folk québécois. On allait vraiment... on s'est rendu compte qu'on était deux emos refoulés. On essaie de pas l'être du mieux qu'on peut, on n'est pas capable. On va toujours revenir à My Chemical Romance. Un band que tu m'avais fait découvrir, c'était Scary Kids, Scary Kids. Ah oui, je l'aime encore tellement, ce groupe-là. Personne ne sait c'est qui, à part toi pis moi. Ah, mais c'était bon, là. Ah ouais, Deep End, allez voir cette tune-là de ce groupe-là, elle est excellente. Mm-hmm. Très dépressif, le chanteur. Ouais, définitivement, mais je pense que ça nous a fait cliquer sur la puissance du vibe. Mm-hmm. Tu sais, comment des fois l'émotion peut être vraiment forte, puis la musique peut l'amplifier, la tonalité du chanteur peut l'amplifier, tout l'univers que tu crées autour de ta musique vient amplifier ta performance. Puis c'est un peu quand t'es jeune, des pièces qui te manquent des fois au domaine artistique, que tout est connexe, je trouve. Ça vient juste avec l'expérience. Tu testes d'autres choses, tu sais, hey, à fond, je peux prendre ça puis le mettre dans ce que je faisais à la base, puis venir comme tout rejoindre. Ben, exactement. Puis moi, si j'ai un conseil à donner aux gens à la maison, c'est écouter tous les styles de musique qu'il n'y a pas, là. Vous n'allez pas aimer ça au début, mais à force d'en écouter, vous allez apprécier de plus en plus, vous allez comprendre un petit peu plus la vibe. Les artistes dans ce style-là qui vous parlent. Parce que des fois, c'est juste on finit par se rendre compte que c'est des échanges de styles entre tous les styles qu'il n'y a pas aussi, que tout le monde prend des influences d'un peu partout. Puis dès qu'on trouve un artiste qu'on se dit « Ah ouais, lui, il sort vraiment de l'ordinaire. » Ben non, il a juste repris quelque chose qui se faisait déjà ailleurs. Puis il l'a réadapté. Définitivement. Fait que tu finis ton parcours cégepien comme improvisateur. Après ça, comment tu continues à développer ta passion des arts et ton absorption de celle-ci? Comme je le disais, beaucoup de remises en question à cause de l'improvisation parce que, calisse que c'est trippant, les gens que je rencontre, ça vient d'univers totalement diversifiés. Je pourrais pas dire qu'il n'y avait pas de jugement qui se faisait. Il y en a dans tous les microcosmes, dans tous les groupes dans lesquels on peut se trouver. Mais ça reste un environnement dans lequel tu pouvais avoir une énorme diversité d'individus que tu peux pas retrouver ailleurs. Puis je pense que ça crée énormément d'ouverture. Mais ça peut créer aussi une dépendance. Moi, j'ai passé 5 ans au cégep, finalement. Toujours pas de diplôme. Mais je me suis quand même beaucoup impliqué. Je me suis impliqué sur l'exécutif de l'assaut de l'improvisation. Fait que j'ai pu comprendre un petit peu plus comment organiser des tournois et tout cela. Par la suite, je me suis impliqué sur l'assaut étudiante du cégep. Fait que là, c'était vraiment jouer avec le budget des étudiants. Puis moi, j'étais secrétaire à la vie étudiante. Donc, j'organisais le party de fin de session, party de début de session et tout ça. C'était insane. Parce qu'en plus de ça, avec... je pense que c'est la SODEC, on avait accès à des tarifs préférentiels pour faire venir des artistes hyper connus. Nice. Fait que le dernier party que j'avais organisé, j'avais fait venir le K6C, j'avais fait venir Dead Obies, j'avais fait venir Jamie P. Ducks. On avait fait un gros party extérieur avec un barbecue gratuit pour tous les étudiants. J'avais fait venir des gros modules gonflables, un taureau mécanique et tout ça. Puis tout l'assaut de musique faisait la première partie du show. Fait que c'était essentiellement des bands de métal. Puis après ça, c'était du rap québécois. C'est cool, moi j'aurais été tellement satisfait.
Puis c'était le fun parce que, tu sais, je dis vraiment pas ça pour me jeter des fleurs, mais j'ai l'impression que avant que je rentre sur l'exécutif étudiant, ce qui se passait, c'était beaucoup d'événements à saveur militante. Puis Hmm. Cégep Édouard-Montpetit, c'est vraiment pas un cégep réputé pour son militantisme. Euh, Fait que moi, je suis arrivé avec une vibe en me disant, faut satisfaire le public qu'on a, puis il faut leur offrir un peu ce qu'ils veulent. Puis je pense que la meilleure façon de redorer, entre guillemets, le blason de l'assaut étudiante, c'était de montrer que, hey, nous aussi, on sait faire le party. Parce que le party, ça peut rejoindre tout le monde. Tout le Ouais, monde ouais, aime ça, ça faire le c'est party. définitif. C'est quelque chose qui rejoint tout le monde, c'est ça, là. Ça doit rejoindre 90% de la population en une toune. Puis tu sais, je me souviens, le premier party étudiant auquel j'étais allé, c'était ma première année de cégep. J'avais 17 ans. Puis c'était Omnichrome qui avait été invité. Il y avait 120 personnes pendant le party. Puis ma dernière année, quand je l'ai organisé, on a eu 700 personnes. Wow! Ça c'est cool. Pour un party de cégep, c'est énorme en plus, là. Mhm, mhm. Ben, tu sais, c'était quand même juste 10% de la population étudiante d'Édouard, mais c'était quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. Puis l'idée, en même temps, c'était de s'associer avec les autres assos étudiantes, de leur montrer qu'on était tous dans le même bateau et tout ça. Puis dans ces années-là, la radio étudiante venait de recommencer, puis était quand même assez forte. Donc, ça aurait été niaiseux de juste de pas leur parler puis de faire ça tout seul de mon bord. Là. On n'aurait pas pu avoir 700 personnes si je m'étais pas associé avec eux. Là. Mais non, parce que comme tu l'as dit, l'art est bien plus fort uni, là. Mhm. C'est en se mettant tout ensemble en collectif d'artistes que tu es capable de te faire rayonner plus. J'ai justement cette conversation-là récemment, je trouve ça drôle, mais que une personne, c'est beaucoup plus dur à tirer un spotlight sur toi quand tu es tout seul. C'est bien plus facile de remarquer qu'il se passe quelque chose quand tu as un mouvement. C'est Mhm. juste naturel. Tu sais, si tu milites tout seul, en marchant tout seul, c'est peu que les médias ne se rendent pas compte que tu existes, que la population ne se rende pas compte qu'il y a une manifestation. Tu sais, es tout seul avec une pancarte. Mais si tu es beaucoup, comme des centaines, ben là, ça se voit facilement. Tu sais, c'est un peu. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais pas à mes cours, puis j'allais chiller dans les locaux d'assos étudiantes différentes, que ce soit Ben, t'as l'assaut de fait tes. littérature, le journal, ceux qui faisaient des mangas, des affaires de même, le monde d'informatique. Puis j'essayais de tisser des liens avec eux, là, puis de faire en sorte que tout le monde soit intégré. Je leur disais, ah, tu veux-tu ton kiosque pendant le party étudiant? Tu veux-tu promouvoir ton asso et tout ça? Let's go, on fait tout ça ensemble. Ouais, mais tu sais, tu dis que t'es pas allé à tes cours, mais en même temps, t'as comme fait tes cours. Parce qu'au travers de ce que t'as raconté, t'as eu trois rouages importants d'apprentissage. Le premier, c'est l'événementiel. Au travers Mhm. de ton parcours scolaire, t'as appris à faire des événements. Ça veut dire le publiciser, le créer, trouver le thème, gérer les gens qui travaillent dessus, le budget, les invités, les personnes qui vont venir voir le show, la location de l'endroit. Ça, c'est beaucoup de skills que l'école va pas nécessairement t'apprendre dans la vie. T'es allé les chercher par toi-même. Je trouve ça très, très bon. Puis un autre qui est très important que tu as parlé, c'est la communication. Tu es allé chercher l'échange interpersonnel, puis comment avoir ces échanges-là de façon positive. Mhm. Puis ça, c'est des choses qui sont très bonnes dans le marché du travail, que tu es allé chercher toi-même. Ouais, je pense aussi. Puis, tu sais, après le cégep, justement, pour faire suite à ta question, euh, je me cherchais beaucoup. Puis, j'avais rencontré des amis, justement, dans mon équipe d'impro, qui, eux autres, étaient passionnés de musique aussi, comme toi puis moi, on pouvait l'être. Puis, toi, tu étais déjà parti en Ontario à ce moment-là, si je ne me trompe pas, tu étais rendu Moi, à là, l'Université d'Ottawa. j'ai senti la grève étudiante arriver. Puis moi, je savais que en impro, c'est soit que t'es au cégep 2 ans ou t'es là 7 ans. Puis là, j'étais rendu à 2 ans et demi. Puis là, j'étais comme, si j'étais à 2 ans et demi, là, c'est que j'ai déjà un pas vers le 7. Puis là, on s'enligne vers une grève étudiante. Comment ma morale va, tu sais, comme, chuter. Fait que j'ai fait, ah, attends, je vais envoyer mes demandes à Ottawa. Puis ils m'ont dit, ah oui, t'as une assez bonne cote, viens-t'en. Je me suis sauvé du cégep. Je serais pas capable de le finir, je vais juste m'en aller. Ça a marché. Juste continuer à faire d'autres choses. Ben, c'est ça, tu sais, en même temps que tu es parti, GM avec qui tu fais des podcasts, justement, lui, il était déjà rendu coach et tout ça. Tu sais, j'étais pas mal un des derniers de cette génération-là
avec qui on avait commencé à faire de l'impro et tout. La gang Puis 2010. c'est ça, la gang 2010. Puis là, j'étais rendu en 2012. Il y avait des nouvelles personnes euh, dans l'assaut. Moi, j'étais rendu un des plus vieux. Première fois de ma vie que je me ramasse à être un des plus vieux parce que j'étais un bébé de septembre. Puis dans mon équipe, il y a un gars qui s'appelle Marc-Antoine Lamarche. Avec qui ça clique énormément. Lui, c'est un gars de théâtre et tout ça, musicien. Il me présente ses amis. Là, ça clique full. Puis là, on se dit, hey, on se part en OBNL. Fait qu'on a créé AVD, Artistes en voie de développement. Puis ce qu'on voulait faire, c'était faire de la promotion justement d'artistes émergents, d'artistes qui débutent. Puis un des meilleurs amis de Marc-Antoine, c'est encore Émile Bilodeau. Fait qu'on s'est ramassé à faire ses premiers shows professionnels, entre guillemets. Je dis professionnel parce qu'on avait toute la meilleure volonté du monde, mais on ne savait pas vraiment qu'est-ce qu'on faisait. Mais, Semi-pro. semi-pro, ouais. On a été on organisait ses premiers shows au début à Longueuil, fait qu'on faisait ça au café étudiant à Édouard-Montpetit. Justement, en toute mon implication, moi, j'étais plus sur l'exécutif étudiant, mais j'avais encore des bons contacts. Fait que le président de l'assaut, qui tripait sur le monde d'impro, pour une fois. C'est fun qu'on n'a pas les gens contre nous. Yay! Parce que les années avant ce président-là, il détestait le monde d'improvisation. Ouais. Mais c'est vrai qu'on était lourd. Là. Ouais, on est loud, là. On est très expressif et on prend de la place. C'est dérangeant. Ben, avant que moi j'aille sur l'exécutif étudiant, il y en avait déjà d'autres de l'impro qui avaient fait leur bout de chemin sur l'exécutif étudiant. Fait que les relations s'étaient déjà vraiment améliorées l'année avant que je sois sur l'exécutif. Puis après ça, j'étais bon ami avec le président de l'assaut. Donc, on lui dit, on s'est parti en organisme, on aimerait ça faire des shows. On sait que le café étudiant, il n'est pas trop cher à louer. Y a-t-il moyen qu'on s'associe avec l'asso étudiante? Puis là, il nous a dit, aucun problème, guys. On paye la salle, on paye l'alcool, puis les profits sur l'alcool, on les split 50-50. Fait que premier show qu'on organise, on n'a rien à payer, puis on est assuré de faire du cash. Puis C'est le en fun comme plus, test. c'était génial. Puis en plus, on avait le droit de mettre une billetterie 100% pour nos profits. Wow. Très fun comme deal. Fait que ça a été extrêmement généreux de la part de l'exec d'Édouard-Montpetit. Puis ça nous a donné un super bon coussin avec lequel on a pu vraiment commencer à faire rouler la machine. Puis en fait, avant ce show-là, moi, j'étais rentré de France d'aller voir ma famille. Puis mes parents, eux autres, venaient de partir en France pour aller voir la famille. Fait que ma maison, la maison de mes parents, pas très loin du cégep, dans le vieux Longueuil, avec mes amis, on avait enlevé tous les meubles du rez-de-chaussée. Tout. Tous les tableaux, on les a décrochés. On a vidé toutes les bibliothèques. On a tout mis dans le bureau de ma mère, qui est une petite pièce à l'arrière de la maison. C'était jam-pack comme c'est pas possible. On avait mis un sofa dans les escaliers qui montaient à l'étage pour pas que les gens aillent à l'étage. Puis, on avait callé un open house pour financer le lancement d'AVD, Artistes en voie de développement. Fait que ma chambre qui était au sous-sol, c'était un sous-sol à air ouverte. On avait tout enlevé le mobilier aussi. Puis on avait installé les bennes là. Il y avait Zen Bambou. Puis il y avait le groupe du monde avec qui je faisais Artistes en voie de développement qui était là aussi. Puis on l'avait fait sur 2 fins de semaine de temps. Fait qu'à chaque samedi, on faisait un open house. Nice. Si vous avez aimé ça, revenez la semaine prochaine. C'était n'importe quoi. Puis le premier, ça a été surtout un test. Le deuxième, là, il y avait Zen Bambou. Puis eux autres, ils commençaient à être pas mal connus à l'époque. Petit band de Saint-Lambert. Mais le open house, ça a vraiment viré en open house. Parce que le premier, on avait eu 50 personnes à peu près chez nous. C'est quand même pas mal, mais... Le deuxième, on a eu, je pense, 150 à 200 personnes qui sont passées pendant la soirée.
La porte avant était constamment ouverte. Il y a des gens qui rentraient et qui sortaient. Moi, je connaissais personne. J'étais assis dans mon salon à un moment donné, puis il y avait une vingtaine de personnes assises en cercle, puis là, ça parlait, puis ça disait « On est chez qui ici? Je ne sais pas. » Et moi, je regardais ça, puis j'étais fasciné par ce qui se passait. Ah, ça va être Puis un spectacle en soi, là, juste regarder le monde vivre dans 150 personnes dans une maison vivre. Ça doit être quelque chose. c'était n'importe quoi. Puis un de nos amis travaillait dans une usine de glace sèche. Fait qu'il nous avait ramené des sacs remplis de glace sèche. On en avait mis dans les baignoires. On avait mis des pots de fleurs remplis d'eau un peu partout. Fait que jusqu'à la hauteur des genoux, il y avait de la fumée à grandeur de la maison. Nice. C'était malade. Puis, tu sais, ça a aidé justement à se faire On faisait une contribution volontaire à la porte. Après ça, ça nous a permis de débourser légèrement pour pouvoir payer les artistes pour le show qu'il y a eu à Edouard Montpetit, qui lui nous a donné un coussin. Puis après ça, on était lancé, puis on a commencé à organiser des shows à Montréal et tout ça. Ça a duré 3 ans à peu près à VD. On faisait 6 shows par année. C'était vraiment... on s'était créé notre propre école, en fait, d'événementiel. Puis à un moment donné, on a essayé d'organiser un festival à la Sala Rosa. Puis le premier show avait été un franc succès. Le deuxième show, flop total. Fait que là, tout l'argent qu'on avait, il est passé dans écoper le deuxième show. Puis on a été obligé de mettre la clé sous la porte après. Ah. Ouais, Mais c'est tough, les festivals. Les ouais, festivals qui marchent, faut dire que c'est vraiment difficile. Ça demande c'était beaucoup de c'était fonds. très, très tough. Puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre crowd était trop petite. Puis on les sollicitait beaucoup trop. Moi, au même moment, j'avais commencé à étudier à très basse aussi, n'y allez pas. Payer 15 000 $ pour des choses que tu achètes les livres, tu les lis, puis les profs, ils s'en calissent là-bas. Je devrais pas dire ça en ce moment, mais allez au cégep de Drummondville, guys. Vous allez en apprendre bien plus. À la limite, musique technique, là. C'est dit. Ben, tu sais, ça m'a quand même donné le jargon, ça m'a permis de comprendre Ouais. le jargon du milieu de l'industrie musicale. Ça m'a permis de me perfectionner un petit peu plus euh, en organisation d'événements, en gestion et ainsi de suite. Euh, Par la suite, après AVD, moi, j'ai essayé d'être gérant d'artistes. Fait que j'ai géré le groupe Lampion, qui était la formation du petit frère d'un des gars avec qui j'avais parti à VD. Okay. Fait que ça restait la même clique et tout ça. Puis ça marchait bien. On avait bien fait ça, bien lancé le band, très bonne popularité. Les shows qu'on faisait, c'était tout le temps sold out. C'était pas des énormes salles, mais il y avait quand même toujours Un 120 engouement, là. C'est personnes. ça qui est le fun. Pareil pour un band que personne connaissait à la base. Puis moi, à ce moment-là, j'avais des problèmes de consommation, j'avais des problèmes de vie de couple aussi, fait que j'ai dû abandonner la gestion du groupe, me reconcentrer sur moi-même. Je travaillais dans des restaurants en même temps. Là, j'ai rencontré un gars qui m'a dit « Ouais, toi, t'organises des événements et tout ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ça. » Fait que là, ça m'a remotivé. On s'est associés. On a parti la vitrine de Montréal, pour le dire loi 101, Montréal Showcase. Puis on a commencé à organiser des événements justement sur Saint-Denis. On voulait faire C'était un showcase, en fait. C'était littéralement un showcase. On faisait passer des artistes émergents, des artistes indépendants. Puis notre but, c'était de faire en sorte que la majorité de ces artistes-là puissent obtenir quelque chose en retour. Fait que le public qui était là votait pour l'artiste qu'ils avaient préféré. Cet artiste-là était assuré de repasser à un autre showcase et d'être payé pour le faire. OK. C'était pas des gros montants, Ben non, mais mais c'est le fun pareil. pour un événement de bar, un événement de resto de quartier, il n'y en a pas beaucoup qui étaient capables de payer leurs artistes. En fait, probablement, on était probablement dans les seuls à pouvoir le faire. Puis nous, on s'était donné comme pouvoir aussi de prendre un artiste de notre choix parmi les autres,
et de lui assurer une gig les jeudis soirs. Parce que nous, on faisait ça les mardis, puis on s'était fait proposer de mettre des artistes le jeudi soir pour animer les soirées aussi. Fait que là, ça faisait 2 prix qu'on pouvait offrir aux gens, puis il y avait 3 participants. Oh, ok, ouais, c'est bon, dans le fond. Fait que T'as des t'étais bonnes quasiment chances sûr de d'avoir quelque revenir. chose. Puis on avait un animateur puis une animatrice qui étaient tout le temps là, puis eux autres, on les payait pour ça. On avait aussi un budget pour pouvoir payer notre tech de son et tout. Fait que ça roulait quand même bien. On a fait ça pendant 1 an et demi. Puis à un moment donné, notre animateur, il pouvait pas être là. Fait que vraiment, coïncidence, la vie fait vraiment bien les choses. Mon associé, il s'en va à la SQDC. Puis l'employé qui le sert avait des cheveux magnifiques. Fait que là, il commence à lui parler de ses cheveux. Là, elle lui dit, parce que d'un côté, elle a les cheveux blancs, de l'autre côté, elle a les cheveux orange carotte. Puis elle lui dit, ah ben oui, c'est parce que je suis une artiste, mon nom de scène, c'est la carotte polaire. Fait que c'est pour ça. Je suis une carotte. Là, t'es un peu surpris. Il lui dit, ah ouais, t'es une artiste? Moi, j'ai un événement, puis on a besoin justement d'une animatrice. Est-ce que ça Live, te tente? comme dans pas long. Fait qu'elle dit oui, elle se pointe. On se rend compte que c'est une artiste quand même assez établie dans le milieu underground à Montréal. Elle nous sauve le cul complètement pour l'événement. Ça devient l'animatrice de backup officielle parce que notre animateur, il travaillait chez Moment Factory, fait qu'il était souvent envoyé à l'étranger pour faire des installations électriques, de lumière, puis tout ça. Quand même, un job assez palpitant. On pouvait pas lui dire non, tu vas rester. On te paye 150$ par soir. Fais T'es mieux ta de job rester. d'animateur, là. On comprenait très bien pourquoi il s'en allait. En même temps, on avait une animatrice. Fait qu'en plus, on atteignait une certaine parité. Ça permettait de mixer des crowds. Ça nous a permis de rencontrer d'autres artistes. Puis ça a quand même bien cliqué. Fait que suite à cela, avec elle, on s'est créé une coopérative sur laquelle il y avait les membres de Montréal Showcase et elle. Elle est devenue présidente parce que on voulait quand même pas que Montréal Showcase dirige tout non plus. C'est elle qui avait vraiment le plus d'expérience dans l'industrie. Puis en parlant avec elle, on s'est rendu compte qu'on a fait très basse à 1 an d'écart, elle et moi. Fait que, Vraiment proche de cette croisée plus tôt. exactement. Puis, on se rend compte aussi qu'on a plein d'amis en commun et tout ça. Fait que là, on parle à coop. On fait le programme Réseau Coop, qui est un incubateur, comme il y en a plusieurs en entrepreneuriat. Puis nous, c'était vraiment une coopérative qu'on voulait faire. Fait on fait l'incubateur, ils nous apprennent vraiment comment monter une entreprise de A à Z et tout ça, puis comment présenter le projet devant des bailleurs de fonds et tout. Au moment où on est prêt à présenter le projet, la COVID frappe. Fait que là, on se regarde et on se dit, bon, ben on le fait pareil. Et c'est là que le hasard fait encore une fois très très bien les choses parce qu'il y a une femme qui s'en va à la SQDC où Claudia, ma collègue, travaillait. Puis c'est Claudia qui l'a servi. Puis là, elle lui dit, ah ouais, je suis une artiste. Parce que Claudia a réussi toujours à faire parler tout le monde. Elle dit, je suis une artiste, violoncelliste. Je travaillais à l'Anticafé du Vieux-Port, mais là, ça a fermé. Fait que j'ai décidé de reprendre le bail locatif puis de le transformer en espace culturel pour faire des spectacles. Fait que là, tout de suite, il y a un échange de numéros qui se fait. 2 semaines après, on est rendu partenaire du projet, puis on commence à organiser des événements là-bas. Fait que ça a été une super belle opportunité pour nous. Puis en plus, cet espace-là, c'est un organisme à but non lucratif qui le gère. Fait qu'on reste dans l'économie sociale, on reste avec des valeurs communes, avec des gens qui comprennent un peu ce qu'on cherche à faire. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là vraiment pour la culture. C'est sûr, on va finir par se payer un salaire, on peut quand même gagner notre vie, veut pas, mais le but, c'est vraiment d'aider les artistes. Puis cet espace-là
à chaque semaine se transformer complètement. Il y avait des expositions d'œuvres d'art. Le sous-sol a été aménagé pour en faire un studio de live session puis de spectacle pour des salles réduites. Là, il n'y avait pas encore de confinement à ce moment-là. Oui, il y avait un confinement. Là, ça avait déconfiné pendant l'été. Fait que là, on a lancé une série de spectacles. Ça marchait bien. On avait notre permis de réunion aussi. Fait que, on avait quand même une partie des profits de l'alcool. Notre crowd tripait. Puis parce qu'on était obligé de le faire en formule réduite, là, c'était vraiment des soirées open mic qu'on faisait à l'orbite. C'est comme ça que ça s'appelle l'espace maintenant. 406 Notre-Dame-Est. Tu fais bien de le plugger. Puis là, ça marche, ça roule bien. En plus, on chargeait l'entrée même pour les personnes qui participaient, mais vu qu'il n'y avait pas d'autres événements qui se faisaient, tous les open mic étaient fermés, celui au Bootlegger, celui à Eh Saint-Henri. oui, c'est sûr que là, t'as tout le monde. L'offre et la demande, t'as la demande de ton bar vraiment fort. Puis le mythique escalier aussi qui avait fermé. On se ramasse à être un des seuls open mic du centre-ville Vieux-Port. Fait que notre crowd grandit. On est tout le temps obligé de refuser du monde. On a toujours, on avait le droit à 27 personnes. On était à 42 dans la salle. Puis là, deuxième confinement. Fait que là, on n'a plus le droit de faire des shows en public. On se revire sur Andy Sen. Moi, je me rappelle que j'ai une caméra chez nous. Puis l'orbite aussi, ils ont une couple de caméras. Fait qu'on installe vraiment l'espace pour pouvoir faire des live sessions style showcase. Fait qu'on invite 6 artistes par semaine. On a toujours des animateurs qu'on peut payer. Et tout ça, parce que ça restait vraiment notre priorité. Les artistes, on les paye en premier. Ensuite, on paye les techs. Puis après ça, on paye... on se paye nous. Puis on ne s'est pas payé souvent, je te dirais. Mais ça marchait bien quand même. On a eu plus de 60 artistes pendant le confinement qui sont venus performer, puis qu'on a pu filmer ces performances-là. On les a mis en version courte sur YouTube. On en a profité pour se créer un Patreon, justement, pour réunir notre communauté autour de ça. Fait que notre Patreon, il est accessible autant pour les fans qui veulent écouter toutes ces performances qu'on a filmées, plus d'autres qui s'en viennent parce qu'on n'a jamais arrêté. Autant pour des artistes qui veulent en apprendre plus sur la gestion de leur carrière puis qui veulent vraiment prendre leur carrière en main. Donc, on a des cours en ligne qu'on a filmés puis qui sont accessibles sur notre plateforme Patreon à seulement 5$ par mois, guys. C'est du contenu que 2 personnes ont fait à très basse. On est associé avec une autre artiste qui, elle, est une experte en communication puis en PR et médias. Fait que c'est des cours hallucinant qu'on vous offre pour 5$ par mois. Bon, la pub est terminée. Mais j'ai vu aussi que vous faisiez aussi des ateliers en présentiel pour Ouais. quand c'est possible. Ça aussi, c'est bien si vous aimez pas apprendre en ligne ou avec des vidéos préenregistrées. Ils font aussi les mêmes ateliers où ils vous apprennent les mêmes outils que vous avez besoin. Pour, entre autres, je pense que votre dernier, c'était sur les redevances. Exactement. Mais ça, c'est le gros cheval de bataille de Claudia, parce que Claudia, en plus d'être une carotte polaire, c'est aussi une consultante professionnelle dans l'industrie musicale, principalement en indépendance dans l'industrie musicale. Elle a toujours été indépendante et elle est l'exemple parfait de comment gagner sa vie convenablement avec de la musique sans pour autant remplir le Centre Bell ou même passer à C'est quoi. C'est Parce que c'est tout à possible. Hein. fait possible. C'est important que vous le compreniez que c'est possible. C'est pas parce que vous remplissez pas des places de 2000 places assises que vous gagnez pas votre vie avec l'art. Là. Exactement. Puis, elle nous a appris, entre autres, que, bon, je vous vendrai pas trop de punch et tout ça, mais grosso modo, les radios satellites, guys. Les radios satellites, c'est des radios spécialisées. Essayez pas de passer sur les radios mainstream ou quoi que ce soit pour commencer. Allez directement sur les radios satellites. Trouvez-vous un tracker radio qui fait la job. Puis essayez de passer sur des chaînes spécialisées ou quoi que ce soit.
le marché de la radio satellite francophone au Canada, c'est 40 millions de dollars. Le marché de la francophonie sur la radio satellite aux États-Unis, c'est 400 millions de dollars. Fait que le marché en Amérique du Nord est immense, là. C'est presque un demi-milliard, là. Puis ils ont des quotas à respecter et ils les atteignent pas très souvent. Mhm. Fait qu'envoyez-leur. Envoyez-leur. Soyez pas gênés. Puis si vous voulez savoir encore plus comment le faire, le Sanctuaire Coop de solidarité, on fait des consultations sur Zoom. Éventuellement, on va pouvoir les refaire en présentiel. On a des ateliers aussi sur différentes thématiques, puis les cours en ligne. Donc, il n'y a plus d'excuses maintenant, là. Tout le monde peut le faire. Puis la page Sanctuaire Coop va être dans la description. Là. Si vous la trouvez pas sur Facebook par vous-même, cliquez sur le lien, ça vous l'apporte. Faites like, vous allez voir tout ce qui sort sur la page. Mais moi, je sais qu'entre autres, on a pris contact parce que j'étais tombé sur un de vos projets qui m'a allumé. Là, pendant la COVID, là, je capotais comment j'étais excité d'avoir vu ça passer. Quand je suis tombé sur la Kyrielle en ligne, justement. Ouais. Votre showcase en ligne, parce que ça faisait des mois que je pouvais rien consommer. Il n'y a aucun Nord qui peut venir à moi. Tu sais, globalement, je découvrais rien de nouveau. J'étais tout le temps à revoir des choses. Il y avait même plus de films qui sortaient à un point. Ça faisait comme 8 mois qu'il n'y avait aucun nouveau film qui était sorti. Ouais, puis à un moment donné, Netflix t'a fait le tour, là. C'est ça, t'as fait le tour. Puis là, je tombe sur votre projet, des artistes québécois, de la musique québécoise émergente. J'ai tellement découvert de nouveaux artistes, je pense que je suis rendu à 15 nouvelles personnes dans ma Ah liste ouais? musicale depuis. Là. Ouais, j'adore ça. Je suis à chaque semaine. C'est un autre point que je voulais apporter, vos hashtags facilitateurs. Là. 4 artistes émergents un peu à chaque semaine que vous faites l'avant. Si vous aimez ça, découvrir des nouvelles musiques, vous êtes abonné à cette page-là, ça fait 4 nouveaux noms à aller voir sur YouTube à chaque semaine. Puis c'est sûr que sur ces 4-là, il y en a un qui fit votre style. Exactement. Puis d'ailleurs, nous, c'est des courtes nouvelles d'artistes, justement, qu'on écrit, 4 nouveaux à chaque semaine. Fait que si vous avez un projet qui sort ou quoi que ce soit, que vous venez de lancer votre carrière, n'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer votre communiqué de presse ou nous envoyer une description avec vos liens d'écoute et tout ça. Nous, on a toujours de la place sur les nouvelles pour pouvoir rajouter des nouveaux noms, puis on s'en fout là, que vous ayez gagné un Félix ou non, là, on n'est pas là pour ça. Là. On est là pour que l'art soit plus écouté, vu, propagé. Mm-hmm. Parce qu'on trouve que c'est une chose qui est plate, c'est quand t'as pas accès à l'art. Mais là, je suis curieux. Tu dis que tu as découvert des nouveaux artistes grâce à la Kyrielle. Ça me fait La un beau dernière, celle petit que baume sur le j'écoute cœur, mais beaucoup, là, c'est Jade, la chanson J'avoue, entre autres. Là. ouais, Parce que je suis nul avec les noms, fait que je suis désolé de pas être capable de les nommer, parce que c'est moi. Mais celle-là, elle m'a vraiment marqué au point, je suis capable de me souvenir du nom, je l'écoute pratiquement une fois ou 2 jours. Là. Son vibe musical, en plus le clip est magnifique, là, la réalisation du clip est top. Moi, ça, j'aime ça quand c'est... Les 2 niveaux sont parfaits, tu sais, la voix, elle m'emporte, mais que le clip, il est super agréable à regarder, on dirait que je suis pas capable de pas le partir sur YouTube. Ben, c'était un peu la vibe qu'on voulait avoir. On voulait montrer vraiment toute la diversité culturelle, linguistique et artistique qu'il y a à Montréal. Fait que une des choses qu'on était fiers d'avoir, c'était entre autres une animatrice anglophone. Parce que dans le fond, on avait 4 animateurs, animatrices. On avait La Carotte Polaire, on avait Léa Kelly, on avait Holly Page et on avait Boots, Patrick Bourassa, peut-être que tu connais. Oui, ça me dit quelque chose. Il a fait de l'impro Ouais, c'est justement pour à ça que c'est de Édouard ce domaine-là que ça me dit quelque chose. aussi. Fait que tu sais, on avait un rappeur, un artiste pop qui fait du looping avec sa guitare, un clavier, des pédales de looping et tout ça. C'est hallucinant ce C'est qu'il vraiment fait. Là. bon. Léa Kelly, un peu dans la même vibe aussi, mais qui fait plus du R&B, hip-hop, jazz. Génialissime, une voix qui déchire. Puis Claudia, qui est une artiste indie folk qui fait de la dream pop. Des super belles harmonies de voix, des super belles constructions de chansons. On était vraiment chanceux d'avoir cette pléthore d'artistes ou cette kyrielle, parce que kyrielle, ça veut dire plusieurs. Puis, à travers tout ça, on a eu des artistes qui sont venus. On a eu, par exemple, le duo Belle et Queen, qui sont 2 Haïtiennes qui font un blues folk en créole incroyable.
Intéressant. On a eu un artiste avec lequel on avait déjà travaillé à l'époque des shows de Montréal Showcase, Soulé. Lui, c'est, je veux pas dire un vieux de la vieille pour pas l'insulter, mais un vétéran de la scène musicale au Québec. Puis un autre qui fait un blues incroyable, avec une voix, joueur de banjo débile, guitariste incroyable. On en a eu vraiment de toutes les sortes. On a eu des rappers, on a eu des rockers, des artistes punk, on a même eu des métalleux. On se mettait pas de barrière vraiment pour ça. Ça, je trouve ça vraiment le fun parce que quand tu veux défendre l'émergence puis la nouveauté, tu peux pas te restreindre à des styles. Sinon, je trouve qu'il n'y a pas assez. Je veux dire, si tu veux vraiment défendre l'art, faut que tu aimes large parce qu'il y en a beaucoup de l'émergence. Il y a peut-être une centaine de nouveaux artistes par année qui veulent faire soit de la musique, de la peinture, du dessin, de l'écriture, de la scène. Tu sais, je dis ça, puis je minimise mon guess, là. C'est probablement 500, 1000, tu sais, en montant, là. Et en même temps, on le sait pas qu'est-ce qu'on aime tant qu'on l'a pas découvert. Définitivement. Définitivement. Donc, l'idée derrière ça aussi, c'était d'offrir le plus de diversité possible pour que les gens puissent avoir l'opportunité d'en découvrir le plus possible. Je suis content que ça ait marché avec toi, d'ailleurs. J'espère que ça va Euh, marcher avec tout le monde aussi qui nous écoute aujourd'hui parce que soyez mhm, juste ouverts. C'est une petite switch là. N'ayez pas de préjugés. Écoutez l'univers que l'artiste veut vous apporter, puis vous allez souvent être heureux. C'est souvent quand on veut imposer ce que nous, on aimerait de l'art, que là, on est malheureux d'une proposition. C'est quand tu es juste ouvert à la proposition, c'est souvent bon. mhm. Puis, à travers tout ça, ça a été aussi, je te dirais, très enrichissant comme expérience de faire ça parce qu'on n'avait pas une scène là, pour organiser ces shows-là. On avait juste de la bonne volonté puis un peu d'équipement. Fait que moi, du jour au lendemain, je me ramasse derrière la caméra parce qu'on avait des bénévoles qui le faisaient, mais ça reste des bénévoles. Ils ont une job en dehors de ça. Ils peuvent pas Mhm. tout le temps être là. Euh, Fait que je me ramasse derrière la caméra. J'ai aucune idée de ce que je fais. Mais bon, c'était ma caméra. Fait que je savais un petit peu comment causer dessus avec. Au début, je l'avais juste fait une fois pour remplacer. Finalement, il y a un de nos bénévoles pas qui nous laisse tomber, mais que ça marchait plus son emploi du temps. Fait que je me ramasse à devoir tout le temps le faire. Puis même les bénévoles qui nous aidaient, qui sont des professionnels, des caméramans professionnels et tout ça, ils nous disaient hey, c'est rough filmer 2 heures et demie de temps, là, pas de pause. Mhm. Puis là, sur le coup, je comprenais pas. Puis après ça, je me rends compte que, hey, ouais, on est des estis de malades. C'est en le faisant des fois que tu comprends, hein? C'est exactement. Moi, j'avais aucune idée que ça allait être tough de même ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tu sais, une caméra, tu mets ça sur un trépied, puis ben correct. Ben non, il y a tellement de choses à gérer. Puis là, en plus, on voulait les streamer en live. Fait que ça fait d'autres troubleshooting à devoir gérer et tout ça. On se mentira pas. Il y a eu un ou deux lives qui nous ont chié dans la pelle aussi. Euh, Par chance, tout était enregistré, fait qu'on a pu, après ça, tout reposter en ligne, puis tout est encore accessible. Là, d'ailleurs, là, c'était notre projet pilote, en fait, ce Kyrielle-là. Fait que là, la saison 1 s'en vient prochainement. On va commencer à filmer ça au mois de mai, justement, dans le mois qui s'en vient. Oh, wow. Puis on va augmenter un petit peu la qualité visuelle puis la qualité sonore aussi de la chose. On est rendu avec une bonne idée de ce qu'on doit faire maintenant. On n'avance plus dans le vide, en fait. On n'avance plus à l'aveuglette. Ah non, mais c'est normal après, là. Vous avez beaucoup d'expérience, puis vous êtes un groupe qui a de l'expérience qui est très connexe. Ça va Mhm. bien ensemble. Vous n'avez pas exactement la même, mais elle s'imbrique très bien comme expérience. Yes. Il y a une question aussi que je me demandais, quand tu as fait le choix, là, parce que quand tu veux défendre l'art, il y a plusieurs types d'art. Comment vous avez choisi la musique? Tu sais, est-ce que vous aviez l'impression que c'était le cheval de bataille qu'il y avait le plus besoin d'aide, ou c'est parce que c'était ce que vous connaissiez le plus, ou... Euh, Personnellement,
je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'avoir plusieurs projets en même temps, puis des projets assez différents les uns des Je autres. comprends ça. Parce que sinon, ça m'aliène complètement. J'ai l'impression que je ne fais que ça, puis je perds ma motivation assez rapidement. Fait que pour moi, le choix de la musique, sans être un musicien, ça allait un peu de soi parce que c'est un univers qui m'a toujours fasciné. On écoute tous de la musique dans la vie de tous les jours. Même les gens qui disent qu'ils n'aiment pas de la musique, ils en écoutent pareil. On en a partout de la musique, dans les séries télé, Mhm. dans les publicités, dans les jeux vidéo. Il y a tout le temps de la musique quelque part. Puis ça fait partie de notre vie. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément fasciné, énormément interpellé. J'ai beaucoup d'admiration pour les musiciens, pour les chanteurs, auteurs, compositeurs. Puis je pense que j'avais déjà cette aptitude à comprendre un peu la vibe des artistes, dans le sens que, ayant fait de la poésie, ayant fait du slam, j'étais habitué de mettre mes états d'âme sur la table puis de devoir les réciter devant du monde, puis c'est pas toujours facile. C'est quelque chose d'extrêmement personnel. La plupart des artistes en musique, c'est un peu le même processus qu'ils font. Fait énormément de respect pour eux. Puis en même temps, j'avais envie de découvrir ça. Fait que, tu sais, artiste en voie de développement, ça a été une bonne opportunité pour moi pour me lancer là-dedans. Ensuite, je suis allé à très basse parce que je voulais me parfaire par rapport à cela. Fait que ça allait de soi ensuite de continuer dans la musique. Je te dirais pas que je ferais ça toute ma vie. Par contre, ce que je vois, c'est que le milieu du divertissement, euh, ça reste grosso modo les mêmes concepts que tu adaptes d'un médium à l'autre. Donc, j'ai toujours l'improvisation dans le cœur. J'ai hâte de pouvoir en recommencer. Là, vu que je me suis quand même perfectionné un peu derrière la caméra, je vois des projets de chaîne YouTube devant moi, puis tout cela. Je me suis acheté de Comedy Bible aussi pour perfectionner mon écriture humoristique. Fait que, il y a ces avenues-là J'ai que je hâte commence à d'entendre ça, développer. justement, là. J'étais un gros comedy geek, fait que dès que c'est prêt, je vais l'entendre. Ben, tu vas être la première personne à qui je vais l'envoyer Yes. sûrement. Yes, yes. Parce que j'ai besoin que tu me le dises si c'est de la merde. Ah, moi, je suis très franc avec l'art. Moi, j'espère que Jay, ça, c'est important. Jay, ton épisode, il est dégueulasse. T'as raison, Alex. Bon, une preuve Ouais, d'intelligence. exactement. Bon, ça, c'est une preuve d'intérêt. On peut travailler maintenant. On peut avancer vers le meilleur texte. C'est comme des fois quand je dis au monde, je pourrais-tu voir les différences entre ton texte et ton brouillon? Puis ils sont comme, ben, y a pas de brouillon. C'est comme, pas de brouillon. Viens-moi quand tu vas avoir un brouillon. Moi, j'étais un nouvelliste, j'écris des 4 pages, puis j'ai 12 versions. Mais c'est vrai que c'est important. C'est important d'avoir une structure à travers tout ça. Puis c'est ça que je trouvais fascinant avec ce livre-là, Comedy Bible. C'est il parle de concepts d'humour, il parle de construction de gags et tout ça. Puis ayant fait de l'improvisation, je me rends compte qu'il y a plusieurs de ces patterns-là, puis de ces outils que j'avais déjà sans le savoir, que c'est juste des réflexes que j'ai. Puis, tu sais, je veux pas, ça doit faire 2 ans et demi que je fais plus d'impro. Ça finit par se perdre un petit peu. Fait que relire tout ça, ça me remet dans le bain petit à petit. Là, j'ai hâte de recommencer des petites ligues par-ci par-là pour reprendre de l'expérience sur la scène. Avec Jem, on voulait en partir une, justement, quand la Ah pandémie ouais. va être finie, qu'on s'en reparlera. Ah, je suis fucking down. Je suis vraiment, vraiment down. Parce qu'une autre affaire aussi, puis je t'en avais parlé parce que moi, je m'emballe très rapidement dans des idées, La bien passion est entendu. forte chez nous. La passion est forte chez nous, n'est-ce pas? Puis c'est ça. Là, comme tu peux le voir, j'ai mon micro. J'ai des bons écouteurs là-bas. J'ai une coupe de caméra aussi et tout. Fait que le podcast, bien entendu, ça m'intéresse. Le web et tout ça, j'aimerais ça commencer à en faire plus. Puis là, je suis en train de regarder justement pour me louer un local Nice. pour vraiment faire monter un bon petit studio pour faire des podcasts, des chaînes YouTube et tout ça. Puis, il va falloir qu'on s'en parle justement parce que j'ai trouvé quelque chose de vraiment pas cher.
Oh. Vraiment, vraiment pas cher. À la maison, pour ceux qui nous écoutent, la moyenne du pied carré pour un local commercial à Montréal, c'est aux alentours de 15 le pied carré. Moi, j'ai trouvé à 1 le pied carré. Wait, what? Ouais. Je suis pas capable de compute là. C'est excellent. C'est plus qu'excellent, en fait. Il n'y a pas de mots pour le dire. Ok, ouais, c'est très bon. Exactement. Fait que c'est un petit projet sur lequel je travaille Fait que ton en futur à toi décembre. est rempli de diversité artistique. Puis pour la coopérative, comment vous Ouais. voulez enligner, à part la Kyrielle saison 1 officielle, est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent? J'ai vu entre autres que là, vous faites le CD un peu une CD au promotion. suivant, ouais. Exactement. Ça, c'est justement, encore une fois, en collaboration avec l'Orbite. Ça, c'est une de nos membres nouvellement inscrite au sanctuaire qui a proposé ce projet-là. Le but, c'était de faire de la distribution de CD d'artistes indépendants à Montréal. Puis ça s'est transformé pour que finalement ce soit partout à travers le Canada. Fait que le projet, c'est de distribuer plus de 1000 CD d'artistes indépendants à travers les ventes en ligne de l'Orbite, parce que l'Orbite s'est transformé en magasin de plantes, vu que Il faut la, survivre. vu qu'il faut survivre. Puis la propriétaire est horticultrice de profession, tout en étant également violoncelliste. Fait elle a joint l'utile à l'agréable. Tu rentres là-bas, il y a des plantes tropicales à n'en plus finir et tout ça. L'air est très bon. Il fait chaud et humide. Tu te sens vraiment dans un très bon environnement. En plus, il y a des toiles exposées partout, toujours de la bonne musique qui joue. On a des albums de musique exposés un peu partout, des instruments qui traînent. Tu as vraiment l'impression d'être dans un endroit très éclectique, très vivant. Fait que l'idée derrière ça, c'est il y a des ventes de plantes qui se font, il y a des ventes de plantes en ligne qui ont commencé à se faire, puis à chaque fois que tu commandes pour 50 ou plus, tu as un CD d'un C'est tellement artiste. cool. Puis l'idée derrière ça, c'est que ce CD-là, une fois que tu l'as écouté, il faut que tu le passes à quelqu'un, qui lui va le passer à quelqu'un, et ainsi de suite. L'idée, c'est que le CD se passe de plus en plus. Fait qu'à travers tout ça, on a été capable de monter une structure qui permet aux artistes qui distribuent leur CD via CD au suivant d'être payés pour le faire. Puis ça rajoute de la couleur aux commandes. Tu commandes une plante, ben t'as un CD En en plus de plus. rajouter de l'interaction sociale. Parce qu'après ça, faut aller Ouais, parler à quelqu'un, puis il parle de cette musique-là que tu viens de découvrir, puis exactement. Parce que alimenter la conversation. c'est ça, l'idée, encore une fois, c'est CD au suivant, tu le cèdes au suivant, puis pas comme le film début des années 2000 qui finit mal. Là. Non, pas comme ça. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir que tu aimerais fronter ou parler ou... Oui, en ce moment, justement, on est en pleine recherche de financement, fait qu'on a retravaillé notre plan d'affaires, là, on va le présenter devant des bailleurs de fonds prochainement. Puis, nous, grosso modo, en dehors des événements qu'on fait, en dehors des ateliers pédagogiques qu'on fait, on offre aussi des services marketing spécialisés. Comme je l'avais dit, de la consultation. La consultation, ça peut être sur plein de sujets divers de l'industrie musicale, que ce soit sur les redevances, que ce soit sur les sociétés de gestion des droits d'auteur, que ce soit sur la distribution, sur les communications, ainsi de suite. À travers tout ça, on veut pousser beaucoup plus nos services marketing qu'on offre parce que c'est des services semblables à ce que tu vas retrouver dans une société de gestion, dans une maison, excuse-moi, dans une maison de disques ou une agence d'artistes. Ces services-là, normalement, ils vont avec le contrat que tu signes en Mhm. échange des redevances que tu vas leur donner. Nous, tout est à la carte. Fait que tu prends seulement ce dont tu as besoin. Si tu veux prendre une consultation pour l'apprendre puis le faire toi-même, tu peux. Tu peux prendre nos cours en ligne aussi. Ou, si tu n'as vraiment pas le temps, tu sous-traites auprès de nous, puis nous, on va le faire pour toi. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à pousser un peu plus. Puis d'ailleurs, on a comme partenaire marketing l'agence Karma, Guillaume Chaput, que Ouais. tu connais Ouais, bien. ouais. Que je Euh, connais très bien, oui, effectivement. Puis lui, il nous a énormément aidé à monter notre Patreon, à créer beaucoup plus notre présence en ligne et tout ça pour faire notre offre de service en ligne parce qu'on n'est pas con, là. Avec du recul,
On s'est rendu compte que si on s'était intéressé un tant soit peu à l'Asie dans les dernières années, on se serait rendu compte que ce genre de pandémie, c'est pas la première Mhm. qui nous touche. On va en avoir d'autres, puis que c'était une question Puis de temps d'être avant que ça prêt, ouais, c'est arrive. ça exactement. Fait que le masque, on va falloir s'habituer un petit peu plus, puis faut s'habituer justement à ce que éventuellement ça revienne, puis qu'il T'as y ait un l'accessibilité nouveau en ligne, puis avoir les ralentissement alternatives. économique. Exactement. Fait que ce qu'on veut, c'est que notre offre de service, puis même les événements qu'on fait pour permettre des performances artistiques, on veut que ça ne puisse jamais s'arrêter, peu importe qu'il y ait une pandémie ou non. Fait qu'on essaie de s'adapter au mieux, justement, avec les nouvelles technologies. Je trouve ça un peu ringard de dire nouvelles technologies vu que ça fait 30 ans qu'on a Internet, mais c'est C'est encore quand ça même pareil. nouveau. On s'adapte à des médias. Même si ça fait longtemps qu'Internet existe, c'est encore la balance. Au début, c'était 5%, 10%, 15%. Enfin, Ah, ouais, puis en plus, en français, on est tellement en retard sur tout ce qui se fait, là. ouais, beaucoup. Tu sais, il y a 5 ans, là, les podcasts, c'était même pas un mot connu au Québec tant que ça. Il y avait Mike Ward, puis c'était C'est tout. ça. Puis il le faisait sur Skype. Puis ça faisait longtemps là, qu'il y en avait ailleurs dans le monde. Là. Mhm. Mais on est craintif. Je sais pas si c'est tant qu'on est Ben, c'est parce que craintif. quand t'as pas beaucoup d'argent à mettre sur. Tu sais, je parle pour surtout les grosses compagnies. Là. Quand t'as pas beaucoup d'argent à investir en or, t'es craintif. Parce que Mhm. là, t'es comme, ah, si ça marche pas, on n'a pas beaucoup à remettre après. Puis des. C'est ça. Contrairement à quelqu'un qui a vraiment beaucoup de moyens, qui peut dire, ah, moi, je peux faire un festival, quelque chose de vraiment niche, puis à la limite, ça marche pas, ça marche pas. Ou C'est vrai qu'il y a probablement plus de prise de risque qui se fait dans le milieu anglo-saxon, mais juste parce que c'est plus facile. T'as plus de monde, puis t'as plus de moyens. c'est plus facile, puis j'ai l'impression que culturellement, le principe de la prise de risque est beaucoup plus ancré chez eux. Je ne veux pas virer en cours d'histoire, là, vous le verrez sur ma chaîne YouTube. Mais ce qu'on remarque avec la culture anglo-saxonne, c'est que c'est une culture principalement issue du protestantisme aussi. Fait que beaucoup plus un regard sur l'individu, beaucoup plus. C'est pour ça, entre autres, que dans les pays anglais, on a beaucoup plus d'entrepreneurs. Le capitalisme, ça s'est énormément modernisé à cause des Anglais, des Britanniques, puis ensuite des Américains. Donc, c'est vraiment ancré dans leur gène là, de prendre des risques, d'être entrepreneur C'est vrai. et ainsi de suite. Alors que pour nous, c'est peut-être moins naturel. Ouais, culturellement, moins naturel. Je pense que c'est ça, là. Non, ici, on aime ça, des jobs syndiqués. On aime ça le J'ai rien contre les calme. syndicats. J'ai rien contre les On aime syndicats, ça le mais on aime calme. ça la sécurité. C'est ça. La sécurité qui vient dans le. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de chaos, tout est clair, le plus de règles, de calme possible. As-tu quelque chose d'autre que tu aimerais plugger? Oui, ben moi j'ai des questions pour toi. Là. Ben oui. À part ton podcast, c'est quoi les projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Ben j'ai plus qu'un podcast, là. J'ai 4 podcasts différents sur lesquels je travaille. J'ai aussi. Je suis nouvelliste. Fait que sur ma chaîne Patreon, on peut suivre tous les écrits que j'ai envie de publier. Donc là, j'ai La un chaîne personnage. Patreon qui apparaît en bas de l'écran, n'est-ce pas? Exactement, ici, juste en bas du doigt à Jay. J'ai des nouvelles, dans le fond, qui sortent sur les personnages. Donc, je fais un personnage, une nouvelle à la fois, puis j'essaie de finir un carcan que je trouve. Là, tu connais assez le perso. Là, j'en ai fait un qui est terminé. Là, je travaille sur le deuxième. À chaque mois, dans le fond, je publie la version texte puis la version audio. Quand le personnage va être terminé, en fait, tous mes personnages vont être terminés. Ça va être un univers un peu comme Marvel et DC font avec les BD, mais je veux le faire en nouvelle littéraire. Oh Donc, je vais wow. prendre ces personnages-là puis je leur faire vivre des choses dans le monde que j'ai créé. Puis que ce soit toujours à peu près à chaque mois ou aux 2 semaines une nouvelle partie de cette histoire-là qui s'imbrique dans le monde. Puis tel que je te connais, il doit y avoir C'est assez dramatique. d'autres Puis. choses que tu comptes développer autour de Ouais, ça. exactement. Beaucoup d'histoires. T'es un grand amateur de jeux de rôle, de jeux de table aussi, donc je serais pas étonné qu'il y ait peut-être ça Puis ça, derrière. tout rejoindre ensemble, j'aime bien ça. Puis aussi, je travaille sur une télésérie en ce moment qu'on aimerait soit vendre, soit nous-mêmes produire. C'est de voir qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec une fois qu'elle va être complètement terminée. Parce
que là, on est en train de la bâtir. On a fait une bonne partie des épisodes, on a toutes les carcans de personnages. Après ça, c'est de voir est-ce qu'on a les connaissances ou les personnes autour de nous pour vraiment la tourner ou il faut qu'on la vende. Tu es avec JM que tu fais ça? Non, avec Vincent Chacon qui s'appelle. J'ai un podcast avec lui sur le théâtre qui sort prochainement. C'est vraiment le fun comme projet. Dans le fond, on essaie de faire la vie parallèle entre des gens qui ont soit le domaine. Nous, c'est avec les GN, mais c'est quand tu as un domaine artistique, le toit artistique, puis le toit réel, puis aussi mettre en place le toit quand tu es au travail, le toit quand tu es dans le social. Puis tous ces toits-là, c'est pas exactement toi. Mm-hmm. Puis d'avoir un peu le parallèle entre, on trouverait ça le fun de les voir en GN, puis de les voir dans le réel, fait qu'on peut les voir dans un monde qui change constamment et dans un milieu sitcom. Fait que c'est comme entre le sitcom et action, aventure et comédie. Là, Nice. à voir ce que ça va donner. On est vraiment hâte. On travaille souvent là-dessus. Fait que ça, je dirais que c'est mes projets principaux. Que j'essaie de mettre ça dans l'art. Toi, t'en fais depuis longtemps, le GN. Vraiment depuis longtemps, ouais. Je dirais que j'en fais depuis aussi longtemps que je fais de l'impro. Je pense que j'ai commencé les deux vers 13-14 ans. Wow. Puis là, t'as 28? 29. 29? OK. 15 ans déjà. C'est quand même assez incroyable. Puis l'univers du GN, c'est-tu quand même bien développé au Québec? Énormément, je dirais même presque autant que l'impro. Pour moi, c'est rendu un apport culturel aussi important que presque tout le reste. Si il y a une activité que tu as plus que 300 choix, puis que tu as des communautés de gens qui se connaissent pas du tout qui en font, puis que tu as des thèmes complètement différents, pour moi, c'est autant culturel. Ce que j'aime aussi dans la diversité que ça a apporté dans les dernières années, c'est dans le style. Avant, tu avais surtout du médiéval fantastique. Maintenant, tu as tout. Ouais, Réaliste, futuriste, moderne, vampire. C'est ça. Name it, tu l'as, zombie, thème Walking Dead. T'as juste envie de vivre dans un autre univers qui est pas ce qu'on appelle le in real life, la vie de tous les jours. Moi, j'avais des amis qui participaient, ils appellent ça des lives, justement. Là. Je pense que c'était c'est un peu plus court, ouais, exactement. Un live de vampire, mais ça se donnait dans plusieurs villes en simultané. Exact. Fait que les actions que tu faisais à Montréal pouvaient avoir une influence dans une autre ville. Puis je pense qu'il y en a même des crinqués qui allaient entre les villes pour participer. Ça peut prendre de l'ampleur rapidement, tout ça. Là. Ouais. Essayer de tout rejoindre ça d'une certaine façon, puis le monde de ces places-là. T'sais, comme tu l'as dit, nous deux, on connaît Guillaume Chaput de l'entreprise Karma, qui est aussi un géniste, qui fait tous ces arts-là, que lui, c'est un graphiste spécialisé en marketing, très utile pour mon domaine, très utile pour ton domaine, puis c'est en s'entraidant, puis en se connaissant, puis en se donnant des perches, que je pense qu'on va arriver à garder notre culture la plus belle possible, puis la plus puissante possible, puis à la faire rayonner partout dans le monde. C'est ça qui est le fun, là. De se faire venir se faire parler par d'autres pays de qu'est-ce qu'on fait ici. C'est ça qui est fou, là. Ouais, vraiment. Puis c'est vrai que culturellement, la diversité culturelle qu'on a au Québec, tant qu'à moi, c'est un bijou qu'il faut défendre. Exactement. Pour le dire en bon français, fuck you la CAQ, fuck you votre loi 21, fuck you votre culture unique et tout ça. On n'est pas la France. On a vu qu'est-ce qui s'est passé en France quand tu essaies d'avoir une culture unique puis que tu dis que tout le monde doit s'y intégrer. Et moi, mes grands-parents, là, mon grand-père, quand il est né, il s'appelait Heinrich Kurz. Déménage en France à cause de la guerre. Maintenant, il s'appelle Henri Kurz. Ma grand-mère, Odetta Sachs, elle arrive en France. Odetta, trop compliqué à dire, tu vas t'appeler Odette. Moi, ça me purge des histoires comme ça. Puis on a la même chose au Québec, là. Je veux dire, tu as été moniteur dans les camps de jour comme moi, à Brossard. Beaucoup d'enfants asiatiques qui ont tous des noms comme Peter ou Jean ou quoi que ce soit. Puis moi, je me souviens, je regardais les fiches de présence, puis il y en avait un, son nom, c'était Lightning. Puis il y avait entre parenthèses, il y avait son nom, son vrai nom en mandarin. Fait que
Moi, un matin, je me dis, je vais l'appeler par son vrai nom. Il comprenait même pas. Il connaissait même pas son vrai nom. Ça fait trop longtemps qu'il se fait appeler Lightning. Ah! Ouais, la diversité, c'est trop important. C'est vraiment juste trop important. On a la chance d'être une société multiculturelle, puis c'est pas vrai que le multiculturalisme, c'est là pour détruire la langue française. Bien au contraire, euh, on peut dire qu'on parle plus vraiment français à Montréal. On parle un mélange d'un peu tout. Moi, j'ai des De toute amis qui façon, vont la langue, elle employer... meurt quand elle arrête d'être dynamique. Exactement, exactement. Puis tant qu'à moi, c'est la raison principale pour laquelle l'anglais est aussi répandu versus le Mhm. français, là. D'un côté, tu as une langue très conservatrice, de l'autre, tu en as une qui n'arrête pas d'évoluer puis de s'adapter en fonction des pays dans lesquels elle arrive. Ah, c'est Même certain que chose dès avec... qu'on s'adapte, là, même le taux d'échec scolaire, tout ce qui a rapport au français, c'est mieux. Tout va devenir mieux d'un coup. Mhm. T'sais, Puis on a là, encore. je dis s'adapter, il faut pas changer chevaux pour cheval avec un S, là. Il y a juste plusieurs choses dans notre langue qu'on peut modifier lentement. Je trouve que ce serait très bénéfique. Là, entre autres, moi, je suis très fervent militant contre la terminaison des verbes. Je trouve que c'est stupide qu'en français, nos terminaisons de verbes soient comme ils sont. On les prononce pas. Ça devrait pas être comme ça. On a une structure de temps de verbe comme les Américains. On devrait conjuguer ça comme les Américains. Ça finit là. Tu sais, quand tu le prononces, tu le mets. Tu le prononces pas, tu le mets pas. C'est tout. Ouais. Puis, de ce que j'avais appris, c'est toutes ces lettres ou ces sons muets qu'on a en français, c'est parce que quand il y a eu des réformes, on a juste laissé les lettres là. En fait, c'est. Ouais, ok, j'ai le temps de Puis qu'il faire y ça avait, avant de finir puis qu'il y l'épisode, avait ok? plusieurs manières d'écrire un mot Ça a aussi à commencé avec l'époque. François Ier. François Ier qui a demandé l'unification de la langue française. Il a demandé l'unification de la langue française aux poètes. Déjà, c'est une idée louche, là. Tu sais, c'est pas les plus encadrés. Donc là, les poètes, eux, ils étaient bien fans de ce qui se passait en Italie à l'époque. Parce que les poètes en Italie étaient vraiment bons. Puis là, pour mettre les choses en contexte, on parle d'une époque où tu avais 50 manières d'écrire chapeau, là. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, les autres se sont dit, pour l'unifier, on va suivre aux directives de François Ier. Fait qu'ils sont retournés le voir. Ils ont dit, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que c'est assez compliqué pour que les femmes et les paysans ne soient jamais capables de le maîtriser. Fait que ça a commencé, c'est ballant, là, comme structure, là. C'est pas top. Fait que les poètes ont mis ça le plus dur possible. Ils ont pris toutes les règles qu'ils trouvaient le fun de toutes les langues autour d'eux, puis ils ont créé ce mix-pot-là. Après ça, ils ont pitché ça aux moines. Puis les moines ont fait, je comprends rien. Ils ont dit, c'est pas grave, copie-le. Car il y a eu plein d'erreurs. Puis nous, on fait, ça, c'est la perfection. Ça, c'est tellement parfait, là, qu'il faut jamais modifier ça. Ever! Fait que c'est ça mon opinion sur la langue française. Comme, je l'adore, j'adore comment elle sert comme outil, puis certains mots qu'on a, puis l'intention qu'on a sur nos mots, puis certaines structures syntaxiques qu'on a, mais il y a beaucoup de choses qui devraient juste être changées. Ben, c'est une langue extrêmement complexe qui, à cause de ce conservatisme-là, à travers toutes les périodes de réforme qu'il y a eu dans la langue française au cours des derniers siècles, il y a toujours eu un paquet d'exceptions qui se sont immiscées un peu Exact. partout. C'est pour ça qu'on a des mots qui finissent en X, d'autres qui finissent en S quand c'est au pluriel, parce qu'on va avoir des exceptions qui, eux autres, ont survécu à ces réformes-là. On a décidé que maintenant, chapeau, on mettait plus un S avant le P. Château, on met plus un S avant le T. Mais il y a quand même encore d'autres mots qui ont gardé ces lettres-là, qui sont devenues muettes, puis des affaires de même. Aucun sens, là. Puis la langue, c'est censé être un outil de communication. À la base, on parle juste parce qu'on se lit pas dans la tête. Fait que faut rendre ça simple. Sinon, pourquoi on se parle pas tout en langage des signes? C'est juste trop compliqué d'utiliser des On mots. devrait tout apprendre l'espéranto. Ouais, c'est ça, tu sais. On se met tous d'accord, là. Nouveau référendum. On se met tous d'accord là-dessus. Non, mais il va falloir qu'il y ait des changements qui se fassent dans la langue française parce que de toute façon, dans les 30 prochaines années, l'Afrique va avoir un boom économique incroyable. Ils ont un boom démographique incroyable depuis déjà Exact. une couple de décennies. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui parlent français sont en Afrique. Mhm. Puis ils parlent mieux français que nous. Ben oui.
Définitivement, il parle le français standard. C'est super clean, c'est proper, ça peut être doublé dans des films pis tout. Mhm. Fait que ouais, donc il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, mais Montréal, tant qu'à moi, c'est un bel exemple de comment les choses peuvent se développer de manière multiculturelle, de manière relativement sécuritaire, stable, dans l'harmonie. Parce qu'il y a des problèmes comme il y en a partout ailleurs, mais j'ai l'impression qu'on s'en sort mieux quand même que la plupart des endroits Un pas à multiculturels. la fois. Moi, je suis très positif dans la vie. Le temps qu'on avance, je suis quand même de bonne humeur. C'est quand tout le monde arrête de marcher, je suis comme, ok, guys, on avance, là. On avance, on avance, on avance. Mais tant qu'on marche, peu importe le rythme, je suis correct. Mhm. Ben, merci Yes. énormément, Jay, pour votre venue. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, là. Ah ben moi aussi, Alex, on Ça fait un pourrait. 4 ans où qu'on s'est pas parlé qui a été en tort. J'ai l'impression que des conversations comme ça, on pourrait en avoir pendant des heures. On va en avoir encore plusieurs dans notre vie, alors à bientôt. Yes! Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis n'oubliez pas, là, allez sur la page du Sanctuaire Coop, c'est important. Le Sanctuaire Coop culturel, Montréal Showcase aussi, abonnez-vous. Suivez le projet, cédez au suivant. Allez visiter l'orbite 406 Notre-Dame-Est. C'est en bordure du Vieux-Port. C'est magnifique comme endroit. Repartez avec des plantes ou repartez simplement avec le sourire aux lèvres après qu'on vous ait dit bonjour, comment ça va? Exactement. Merci à tous, tout le monde. Au revoir. Bye bye!